À mes côtés, c'est le nom de ce podcast santé proposé par la FMH, la Fédération des médecins suisses. La maladie bien sûr, mais aussi le rétablissement sont des thématiques abordées dans ce podcast. Je m'appelle Vicky de Paola, je suis journaliste et je me suis rendue pour vous à la base Arrega de Lausanne pour m'entretenir avec Perrine Truong et Luc Jeanneret. Perrine Truong est médecin d'urgence avec une activité intra-hospitalière au CHUV et une activité pré-hospitalière à l'Arrega de Lausanne. À ses côtés, Luc Jeanneret, 71 ans, retraité, passionné de randonnée et amoureux de montagne. S'ils se connaissent finalement très peu, leur rencontre, ils ne l'oublieront jamais puisqu'en août 2022, lorsque Luc Jeanneret fait une chute vertigineuse lors d'une balade dans les Alpes vaudoises, de l'Arrega, c'est Perrine Truong qui est dépêchée sur les lieux de l'accident. L'occasion de rappeler qu'en 2022, 16 256 missions héliportées ont été organisées par la centrale d'intervention. Mais tout de suite, récit d'un sauvetage en montagne. Perrine Truong, bonjour. Bonjour. Luc Jeanneret, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui autour spécifiquement de votre histoire, Luc Jeanneret. Ça s'est passé en août 2022, dans la région de B. Vous nous racontez un peu tout ça ? C'est une aventure un petit peu particulière. Je fais beaucoup de randonnées en montagne. Et puis ce jour-là, j'étais avec ma compagne et son petit-fils. Et puis nous avons décidé de faire la promenade depuis Pont-de-Nant, le Trou à l'Ours. Et puis tout s'est bien passé jusqu'à un moment donné où malencontreusement j'ai glissé et puis je me suis retrouvé après une chute assez impressionnante en très mauvaise posture dans une chute de plus de 45 mètres avec une paroi de rocher de 7 mètres et puis j'étais couvert de sang, scalpé d'une oreille à l'autre. Et à ce moment-là, disons que mon petit-fils et ma compagne ont décidé d'appeler la Arrega. Donc à ce moment-là, à la base Arrega de Lausanne, ça sonne. Perrine Truong, vous êtes là ? Exactement, donc on reçoit l'alarme et puis on se met rapidement en route en direction du point qu'on reçoit, du point de coordonnées. Et puis dans cette intervention avec Monsieur Jeanneret, c'était assez particulier parce que on a mis long à le trouver en fait, de par le fait que le point de coordonnées qu'on avait correspondait pas à sa position. Et puis, je suis désolée, mais en fait, il y a beaucoup d'émotions chez lui, du coup, ça m'émeut aussi un peu. Et puis, comme il se trouvait dans une forêt au pied des arbres, en fait, depuis le ciel, on pouvait pas le localiser directement en le voyant. Donc en fait, entre le moment où l'alarme a sonné chez nous jusqu'au moment où je suis arrivée auprès de Monsieur Jeanneret, en fait, il s'est passé presque 1h30. Donc voilà, c'est une phase de l'intervention aussi qui, peut-être il pourra le raconter lui, il devait nous entendre depuis le pied de son arbre. Et puis nous, on était en phase de recherche. Donc ça, c'était vraiment la première phase de cette intervention, qui a nécessité un spécialiste du secours héliporté, du secours alpin. Donc il faut savoir que l'équipage Rega est composé habituellement de 3 personnes. Il y a un pilote, un paramédic et puis un médecin. Et puis quand on fait des interventions dans des situations dans des terrains périlleux, en fait, on a l'aide en fait de spécialistes du secours alpin qui sont là particulièrement pour sécuriser les lieux, nous permettre en tant que médecin ou paramédic l'accès sécurisé aux patients, à la personne, et puis qui peuvent aussi des fois nous aider en tant que médecin dans les interventions, parce que finalement il y a pas mal de fois où en tant que médecin on sera plus seul, donc c'est pas mal d'avoir ces spécialistes du secours héliporté qui sont là pour nous aider aussi pour la prise en charge médicale, qui sont vraiment un soutien vraiment très précieux pour nous dans ces interventions qui se passent par exemple en montagne comme c'était le cas avec Monsieur Jeanneret. Donc à ce moment-là, Monsieur Jeanneret, vous êtes au bout de votre chute, en mauvais état, conscient, et qu'est-ce qui se passe ? Vous entendez quelque chose ? Vous entendez l'hélicoptère qui s'approche, qui s'éloigne ? Alors je ne savais pas qu'ils avaient posé Madame Truong au Trou à l'Ours. Nous, on avait passé par ce Trou à l'Ours, après on est descendu sur Singrio, et puis on était en train de descendre sur Pont-de-Nant, donc on était beaucoup, beaucoup plus bas que où ils ont posé Perrine. Et puis, nous, on a bien entendu l'hélicoptère qui nous survolait, qui allait plus bas, qui allait plus haut, mais comme il y avait beaucoup d'arbres, disons, c'était pas tellement visible.
Alors, le petit-fils de ma compagne et ma compagne, ils avaient un sac de montagne rouge. Alors, ils ont mis en l'air le sac rouge jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire signe à l'hélicoptère. Et puis après, c'est Pascal Gonnet qui est arrivé, qui a été élitreillé un peu plus haut où j'étais, et puis qui est descendu vers moi. Il a vu que j'étais conscient et il s'est occupé tout de suite de faire tout un ancrage de cordes pour pouvoir sécuriser la personne qui allait descendre d'hélicoptère. En l'occurrence, c'était Perrine Truong. Et puis il l'a hissé, disons, jusqu'où j'étais, au moyen de cordes, jusqu'à ce qu'elle puisse arriver jusqu'à moi. Et là, comment vous vous sentez, vous ? Oh, moi, je me sentais bien, j'envisageais même, et puis on m'en empêchait de remonter à pied pour aller sur le sentier qui était 30 ou 40 mètres plus haut. Puis on m'a déconseillé, on m'a dit non, maintenant on a appelé la réga, il faut rester là. C'est clair que j'aurais probablement pu remonter, mais je prenais aussi le risque d'avoir un malaise ou que j'arrive pas. Et puis en dessous d'où j'étais, il y avait quand même une paroi de vide de 50-60 mètres de rocher. Donc si je passe en bas, c'est la fin des haricots et je serais pas là pour vous en parler. Ça veut dire que sur le moment, vous n'étiez pas vraiment conscient de la chute que vous aviez faite et de la réalité de votre situation, ou si ? Oui, j'étais conscient parce que j'étais plein de sang de la tête aux pieds, donc j'étais quand même conscient qu'il y avait quelque chose, mais miraculeusement, j'ai rien eu de cassé. Et puis je pense que s'il y a une centaine de personnes qui font la chute comme que j'ai fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de vivants en bas. Perrine Truong, donc vous arrivez sur les lieux. Luc Jeanneret est ensanglanté. Quel est votre constat ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, donc il est assis au pied d'un arbre. Je vois directement qu'il est conscient, puis je peux discuter avec lui. Donc je commence à lui poser quelques questions pour savoir exactement ce qui s'est passé, où il a mal, etc. Et puis, effectivement, je constate qu'il a vraiment une très grande plaie au niveau de la tête, qui saignait pas trop, heureusement, mais avec du sang séché, des feuilles, de la terre. Enfin, vraiment, il y avait cette grande plaie au niveau de la tête. Et puis, nous, en tant que médecin d'urgence, on fait toujours un examen systématique, en fait, du patient dans ces cas-là, pour être sûr de rien rater. Donc, je lui ai fait cet examen systématique où on regarde, en fait, l'ensemble du corps et des fonctions qui pourraient être touchées. Et puis après, au niveau un peu plus technique, il y a d'autres questions qui se posent au niveau médical. C'est est-ce que je dois immobiliser mon patient, est-ce qu'il a besoin d'un pansement? Là, c'était le cas. Il avait besoin d'un pansement à la tête. Est-ce qu'il y a besoin que je lui donne des médicaments par la veine, des médicaments d'urgence éventuellement aussi. Donc ça, c'est toutes des questions qui se posent un peu sur le moment et puis qu'on fait de manière vraiment très systématique et de manière très concentrée pour être sûr de rien rater sur le moment, tout en discutant en fait avec la personne. Ça se fait vraiment en même temps et puis en expliquant aussi ce qu'on fait à la personne pour essayer aussi de diminuer un petit peu le stress qui est lié en fait à cette situation très inhabituelle pour la personne, pour le patient, en fait. Donc voilà, moi je constate plutôt rassurant parce qu'il est assis, il me parle, il me regarde, mais une grande plaie à la tête. Et puis quand on a comme ça une grande plaie, on n'est jamais sûr, en fait, dans le milieu préhospitalier qu'il peut pas y avoir autre chose. Donc j'ai pas de scanner à disposition pour être sûr que sous la plaie, il n'y a pas une fracture ou quelque chose d'autre. Donc c'est ça, vous êtes seul sur les lieux, mais vous êtes quand même en contact avec d'autres urgentistes autour. Comment ça se passe? Ou bien vous êtes vraiment seul, les décisions, c'est vous toute seule et voilà. Alors là, j'étais pas seule en l'occurrence puisqu'il y avait justement le spécialiste du secours héliporté qui était là pour la sécurité. C'est sûr que c'est pas avec lui que je vais pouvoir discuter vraiment de décisions médicales. Et puis en principe, on n'a pas tellement de contact. Donc les décisions, c'est moi qui vais les prendre. Surtout quand il doit y avoir des décisions rapides. En général, c'est nous qui les prenons vraiment seuls. Après, il faut savoir qu'on travaille vraiment en équipage. C'est
Ça veut dire que je peux toujours avoir un contact téléphonique ou radio avec mon équipage dans l'hélicoptère. Et puis là, c'est vraiment certaines décisions se prennent vraiment conjointement. Des décisions médicales sur place, je vais les prendre parfois seule, mais il y a des décisions médicales et puis aussi toutes les décisions stratégiques de l'intervention qui vont se prendre en fait ensemble en équipage de 3. Et puis ça, c'est vraiment un point important. Je pense que on est seul dans le terrain, mais finalement, on n'est jamais vraiment seul parce qu'on a le soutien de son équipe et puis on a toujours la possibilité de demander conseil aux autres, finalement. Alors, la spécificité de cette intervention pour vous, Perrine, c'est que c'était votre première. C'est juste? Ouais, c'était une de mes premières interventions chez Rega. Alors, c'est vrai qu'on est tous chez Rega des médecins plutôt avancés dans notre formation ou en fin de formation, donc plutôt des médecins seniors. Donc, on a tous une expérience de médecine d'urgence, que ce soit à l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital. En plus, on bénéficie vraiment d'une très bonne formation chez Rega pour tout ce qui est de l'environnement de l'hélicoptère, etc. Mais ça reste quand même des interventions qui sont extrêmement exigeantes. Et puis, il y avait quand même une tension qui était inhabituelle pour moi parce que, bien qu'étant bien formée et avec une expérience de la médecine d'urgence, en fait, je me retrouvais dans des conditions qui étaient inhabituelles pour moi. Donc, il y avait quand même pas mal de tensions autour de cette intervention. Déjà par le fait qu'on l'a pas trouvé tout de suite. Donc, c'est sûr que pendant tout ce laps de temps de recherche, on est toujours en train de se demander où il est, mais comment il va, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que je vais devoir faire. Et puis, au moment où j'arrive vers lui, effectivement, en tant que médecin d'urgence dans l'hélicoptère, on travaille beaucoup plus seul ou avec, en tout cas, un team plus réduit. Et puis ça, par rapport à la pratique habituelle de la médecine d'urgence, je dirais c'est quand même très différent. Donc ça met un stress en plus, c'est sûr. Ouais. Luc Jeanneret, donc Perrine arrive vers vous, elle s'occupe de vous. Vous êtes dans quel état émotionnel? Vous avez peur? Vous la voyez arriver? Comment vous vous sentez? Non, absolument pas peur. Je la vois arriver. Perrine Truong m'a fait une tête d'œuf avec un pansement et tout ça. Du reste, ça m'a fait plaisir quand je suis arrivé au CHUV. Ils ont dit que le pansement était très bien fait. Et puis après, il s'agit de prévoir l'évacuation. Donc, on m'a mis une sellette et puis on a été attachés les deux ensemble. J'avais mes jambes autour de la secouriste et puis il a fallu redescendre ces 7-8 mètres jusqu'à ce que l'hélicoptère puisse nous prendre et nous élitreiller. Et puis ces 7-8 mètres, c'était pas évident à faire parce que c'était vraiment, c'était du rappel, quoi. C'était très très raide jusqu'à ce que, puis on était au bord du précipice, donc fallait pas se louper. Mais là, on était assuré par le responsable de la colonne de secours. Oui, donc un processus d'évacuation qui demande une connaissance au niveau de la prise en charge, mais qui induit tout de suite une proximité énorme avec votre patient, Perrine Truong. Oui, effectivement, je pense que c'est une des spécificités aussi du secours héliporté et notamment quand on fait des sauvetages avec le treuil, c'est que dans certaines situations, comme M. Jeanneret l'a dit, en fait, quand on est vraiment pendu au treuil, moi je suis entre ses jambes, donc là on est vraiment proche en fait, on est dans les bras l'un de l'autre finalement. Et puis, comme il l'a dit, dans sa situation, il y a eu toute la phase aussi où on est descendu, c'est comme une sorte de rappel en fait, dans cette pente. On est descendu les deux au bout de la même corde en fait pour aller à l'emplacement où on pouvait être élitreillé. Et puis là, c'était aussi c'était une phase assez longue parce que c'était assez difficile de descendre dans cette pente. On a dû faire une pause au milieu. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je vous ai proposé à un moment donné. Je dis on fait une pause, on essaye de s'asseoir dans ce talus pour se reposer un peu. Et puis là, il y a aussi, quelques minutes ou de longues minutes où on est vraiment côte à côte. J'essayais de vous soutenir le mieux possible. Mais c'est vrai qu'il y a des phases de proximité physique qui sont un peu inhabituelles quand même en médecine. Au moment où l'hélicoptère nous pose dans un champ, en bas de l'endroit où ça se passait, c'est vrai que M. Jeanneret se met sur le dos. C'est la position un peu habituelle au moment où on se pose. Et puis moi, je me couche sur lui pour en fait le protéger du vent.
Donc c'est de nouveau une phase de proximité comme ça qu'on n'a pas l'habitude, qui peut peut-être surprendre un peu, qui est peut-être aussi l'occasion de rassurer aussi, hein. Je pense, on est blessé, on est peut-être stressé en tant que patient, et puis de voir qu'il y a quelqu'un qui est là, puis qu'on n'est pas tout seul, je pense que c'est aussi peut-être rassurant. Oui, j'imagine que ce corps à corps, le fait de sentir qu'on est soutenu moralement, mais aussi physiquement, ça doit faire partie d'un tout très rassurant. Effectivement, c'est très surprenant. On a l'impression de tomber un peu amoureux d'une façon platonique, disons, parce que la seule personne qui est à vos côtés, qui vous tient, qui vous soutient, c'est elle, quoi. Donc, c'est un sentiment très, très particulier que je n'ai jamais connu auparavant. Au niveau émotionnel, Perrine Truong, il y a les émotions de Luc Jeanneret, du patient en l'occurrence, sur le moment, dans la prise en charge. On imagine bien cette intensité, cette crainte, mais vous aussi, hein, je pense que d'autant que c'était votre première intervention, celle qu'on évoque aujourd'hui, comment vous gérez vos propres émotions à ce moment-là ? Alors oui, il y avait effectivement de la tension, du stress en fait de mon côté. Je pense que dans un peu le feu de l'action, on ressent pas beaucoup d'émotions paradoxalement ou pas directement, parce qu'en fait on est vraiment très concentré sur ce qu'on doit faire et puis sur le sauvetage. Donc moi-même, je suis pas vraiment dans l'émotion au moment de l'intervention, ce qui m'empêche pas de ressentir l'émotion de l'autre. C'est-à-dire, si on a une personne on voit assez vite, hein, si la personne elle a peur, si elle est angoissée, si elle a mal, alors c'est pas vraiment une émotion, la douleur, mais et de prendre en compte ça. Par contre, en tout cas dans cette intervention-là, dans mon souvenir, il y avait cette tension due au fait que c'était pour moi quand même un environnement nouveau et puis une intervention assez particulière, assez longue aussi. Mais en fait on est hyper focalisé sur ce qu'on doit faire pour le patient et puis réfléchir, j'arrive vers le patient, qu'est-ce qu'il a, est-ce que je ne rate rien, qu'est-ce que je dois médicalement prendre comme décision, comment je vais faire pour l'amener à l'hôpital. Donc ça, c'est toutes des questions en fait qui prennent toute notre attention et qui, je pense, font qu'on refoule un peu inconsciemment probablement les émotions. Donc elles ressortent après, une fois que Monsieur Jeanneret est posé à l'hôpital et que vous retournez à la base Rega, c'est là que ça sort éventuellement? Ouais, ça peut, dans pas mal d'interventions, on peut après coup avoir les émotions qui ressortent. Des fois, c'est aussi pendant l'intervention, à un moment donné, quand la tension redescend, au moment où je suis installée dans mon hélicoptère avec mon patient, je suis déjà dans un environnement un peu plus sécurisé. Et puis là, ça se peut qu'on ait des émotions, ça se peut des fois que on soit soulagé, ça se peut aussi des fois qu'on se sente triste ou qu'on soit choqué par la situation qu'on ait vue. Ça, je pense que c'est des choses qui sont normales en étant médecin ou en étant une personne, disons, comme tout le monde. Moi, de voir Monsieur Jeanneret maintenant ému en fait en parlant, moi ça m'émeut aussi en fait parce que je sens que c'est des situations. Déjà, je me souviens de l'intervention et puis c'est des situations qui, je pense, touchent les personnes vraiment profondément. Oui, la particularité de votre relation, Perrine Truong et Luc Jeanneret, c'est ça, c'est la brièveté de la rencontre, mais l'intensité de celle-ci. C'est deux extrêmes assez rares. D'autant que dans votre cas, Luc Jeanneret, clairement, Perrine, c'est votre sauveteuse. Vous avez raison, c'est du reste la première fois que ça m'arrive. Moi, j'ai aussi travaillé dans le sauvetage, mais c'était sauvetage sur le lac Léman. Donc c'est la première fois que moi je suis dans la situation de la personne qui doit être sauvée. J'ai plus l'habitude de sauver les gens que d'être soi-même victime et avoir besoin de quelqu'un. J'aime pas avoir besoin de quelqu'un dans ma vie. J'aime pouvoir la diriger, m'occuper, décider ce que je veux. Et puis là, de se trouver tout d'un coup comme un petit bébé qui a besoin de sa maman, c'était assez gênant aussi. Alors, la suite de cette relation, est-ce qu'il y a eu une suite? À quoi vous en êtes une année après? Est-ce que la relation, elle reste dans le souvenir ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est tissé entre vous? Vous vous revoyez, Luc Jeanneret? Bon, on s'est revus une fois parce que j'ai tenu à remercier, disons, les sauveteurs en leur faisant un petit présent. Donc, on s'est revus une fois avec Perrine il y a
je sais plus combien de temps, 7-8 mois ou 9 mois. Et puis bon, j'ai eu la surprise qu'elle m'appelle pour participer à ce podcast. Donc ça nous a rappelé bien les souvenirs. Et puis j'ai beaucoup de plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Effectivement, on a eu la chance de se revoir parce qu'il y a pas mal de patients qu'on revoit jamais. On prend parfois des nouvelles de nos patients, soit en les appelant, soit en allant les voir à l'hôpital, mais ça c'est plutôt dans les jours après l'intervention. Donc là, ça m'a vraiment fait très plaisir quand Monsieur Jeanneret est venu à la base Rega sans s'annoncer un jour, justement au début de l'année 2023. Et en fait, j'étais là par hasard de Piquet, donc c'était vraiment un joli hasard et c'était une chouette rencontre. Mais c'est vrai qu'autrement, non, c'est pas une relation qui dure. Par contre, elle dure dans les souvenirs, effectivement. Eh bien, Luc Jeanneret, merci pour votre témoignage. C'est avec grand plaisir que j'ai participé à votre émission. Et Perrine Truong, merci. Merci à vous. Pour toute remarque, proposition ou envie de témoigner à votre tour, rendez-vous sur le www.a-me-côté.ch et qui sait, peut-être que ce sera votre histoire que nous évoquerons ensemble.